Bonjour à tous. Bon, j'attendais leur. Mais apparemment, on peut commencer visiblement. Maintenant, je ne sais pas si vous m'entendez. On peut commencer. Toutes les caméras, enfin, tous les micros sont éteints. Mais c'est bon pour vous si vous m'entendez. Juste un petit geste de la main, comme ça je comprendrai. Parfait. OK. Allez, donc je pense qu'on va pouvoir commencer, mesdames, messieurs surtout. Bonjour. Donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre du Forum Football Africa Football parle de la professionnalisation, le prix de la professionnalisation du football en Afrique. Et nous avons l'honneur d'avoir parmi nous je commencerai par monsieur Mouad Adji, de nationalité marocaine, qui est aujourd'hui à la fédération, directeur de la fédération marocaine de football, ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football. Monsieur Gérard Akindes, universitaire, spécialiste du sport et du football, et du sport en Afrique, des études sur le sport et le football en Afrique notamment. On a M. Philippe Doucet, journaliste à Canal+, on peut l'appeler spécialiste de l'Afrique, mais pas que, en tout cas journaliste à Canal+, depuis de nombreuses années, connu à travers le continent. Également, monsieur Andy Kwam, qui est du Libéria, il ne s'affiche pas en ce moment, mais il va nous rejoindre. Voilà, Andy est avec nous également. Nous aurons en ligne tout à l'heure monsieur Joseph-Antoine Bell, ancien footballeur, consultant, grand intellectuel du football africain également. Et puis un footballeur en activité, Chéribien Chibinda, qui est congolais, qui joue en ce moment à l'AS Cheminot de Pointe-Noire, qui parlera justement de vécu en tant que footballeur. Donc avant de commencer, chers messieurs, puisque ce forum tient également à rendre hommage à M. Pape Diouf, que vous avez tous certainement côtoyé à un moment ou un autre de vos cheminement professionnel. On va vous présenter une courte vidéo d'hommage à Pape Diouf, et c'est peut-être un des plus proches collaborateurs de Pape Diouf qu'on va écouter. Il s'agit du Sénégalais agent de joueur Thierno Seydi. L'éducation, les valeurs que tu inculques. Il y a des choses, comme il disait, à défaut de savoir ce que je ne pouvais pas faire, je savais au moins ce que je n'ai pas envie de faire. Je le savais. Ce que je devais faire, je ne sais pas, mais ce que je ne devais pas faire, je le savais. Donc c'était une petite nuance, c'était assez très nuancé ce que je suis en train de dire, mais ça résumait le personnage. Et c'est quelqu'un qui ne cédait pas sur ses principes, qui les défendait jusqu'au bout, qui était tout simplement quelqu'un de rigoureux vis-à-vis de soi-même. Très rigoureux. Et donc, ça se traduisait aussi sur nous, parce qu'il était très rigoureux. Surtout moi j'avais l'impression qu'il y avait la carotte quand tu faisais les bonnes choses, mais il y avait le bâton. Mais quand je dis bâton, c'était des mots durs quand il fallait me remettre sur le... Parce que moi, je ne connais pas, j'étais encore un petit genou, quoi, je veux dire. Je travaillais déjà. Et sur le plan professionnel, ce monsieur n'avait pas d'heure de travail. Il n'y avait pas de dimanche, il n'y avait pas de samedi, il n'y avait pas de jour férié. Il travaillait en permanence. Et je disais que s'il y a quelque chose que j'aimerais bien rejeter sur certaines choses qu'il m'a léguées, c'était ce côté noctambule. Parce qu'il a fait aussi de moi un vrai noctambule. Parce que Pape n'était jamais couché avant 3-4 heures du matin. Et je me rappelais quand j'ai commencé à travailler avec lui, parce que bon, le métier d'agent, tu étais toujours au téléphone avec les joueurs à n'importe quelle heure, parce qu'il fallait être... Il me disait que l'agent, c'est d'abord le confident. L'ami, c'est lui pour qui tu as une confiance totale.
Donc tu intervenais en dehors du football, de la carrière, mais même dans la vie privée. Et la première chose qui se passait, le premier qu'on appelait, c'était d'abord l'agent. Donc il n'y avait pas d'heure. Donc il nous arrivait d'échanger avec nos joueurs jusqu'à maintenant. Moi je le fais, jusqu'à des heures, minuit, 1h du matin. Et derrière, lui et moi, lui était à Marseille, moi j'étais à Paris. Et donc on faisait notre bilan quotidien. Et donc il nous arrivait de rester au téléphone de minuit, 1h du matin jusqu'à 3, 4h du matin. Ce qui fait que c'est cet héritage-là que j'aimerais bien facilement, mais malheureusement, aujourd'hui, je suis ouvrier d'Octambile et c'est la seule chose négative que j'ai pris chez Pape que je regrette aujourd'hui. Mais sinon, il était foncièrement attaché à ses joueurs. C'était vraiment, et il me disait, Samarak, mes enfants, mes joueurs, c'est mes enfants. C'est comme un père de famille qui a ses enfants. Tu as ce droit devoir de les protéger, d'être là, c'est-à-dire d'être un paravent. Donc, il était réactif à n'importe quel. Il nous est arrivé de prendre la route, par exemple, pour aller régler des problèmes, traverser la France. Voilà, c'est versé à Thierno Seydi, qui a été un des proches collaborateurs de Pape Diouf. Je ne sais pas si quelqu'un peut réagir, parce que le thème global, enfin, on ne va pas arrêter de rendre hommage à Pape Diouf. Philippe Doucet, peut-être. Activez le micro, s'il vous plaît. Activez votre micro. C'est vrai, oui. Oui, effectivement, ouais, bon, j'ai très bien connu Pape, un peu moins bien sûr que Tierno, bien évidemment. Est-ce que je suis revenu à l'image? Oui, ouais, c'est bon. Allez-y. Oui. Un peu ému parce que dit Tierno, parce que ça renvoie bien qui était Pape, capable de parler pendant des heures de foot, une passion comme on n'en connaît pas, une passion du journalisme aussi. Je le souligne toujours parce que, évidemment, tout le monde a retenu d'abord le dirigeant de l'Olympique de Marseille, qui était quand même le moment phare de sa carrière, l'agent éventuellement, mais la partie journaliste a été un peu oubliée, alors que ça a été un passionné de journalisme de tout temps jusqu'au dernier moment. Il était encore passionné de ça, il donnait encore d'ailleurs des cours. Donc c'est l'ami que j'ai envie d'évoquer ici, et de tous les grands moments que j'ai vécus, notamment sur le continent, parce qu'il adorait le continent. Il vivait certes à Marseille, sauf dans les dernières années de sa vie, il vivait essentiellement à Marseille, mais il est resté toujours passionné par l'Afrique, et il partait à la moindre occasion, moindre proposition que je lui faisais d'être le parrain de je ne sais quel tournoi ou autre, il venait immédiatement. Et pour finir, je dirais que sur notre thème, par contre, il pouvait être assez dur avec le football africain parfois, dans ses jugements, et notamment sur le thème de la professionnalisation, où il estimait que l'Afrique parfois avait d'autres priorités que le football. On se bagarrait un peu sur ce thème-là. Je dois dire, parce qu'il disait l'Afrique a d'autres priorités que le football, les équipes nationales, l'argent qui est mis dans le sport, le professionnalisme, etc. Bon, moi, je luttais toujours, j'étais toujours un petit peu en combat avec lui là-dessus. Non, mais justement, puisque vous en parlez, vous avez la main, allez-y. C'était quoi votre avis, vous, sur la mise en place du professionnalisme, justement? À mon avis, le football est tellement important. Mais effectivement, là où je lui donne raison, c'est qu'il n'y a pas que l'équipe nationale. Et s'il n'y avait que les équipes nationales, il n'y aurait pas besoin de professionnalisation en football, parce qu'il n'y aurait pas besoin de championnats locaux. La plupart des joueurs jouent à l'étranger, puis on se satisferait de ça. En ce sens-là, j'étais complètement d'accord avec lui. Il n'y a pas que l'équipe nationale. Il y a évidemment une dimension santé, éducation fondamentale dans le football, qui doit s'exercer évidemment dès la base, de la masse. From the beginning. From the grassroots level to... Et il est très important pour développer le sport lui-même dans un pays, qu'il y ait quand même un modèle local. Parce que tout ce qui fait rêver en Europe ou autre, bon, c'est très bien, mais il faut un modèle local, il faut un modèle de vie locale, et pour ça, il faut un modèle professionnel, et que les joueurs puissent imaginer que demain, ils seront déjà professionnels dans leur pays, avant ensuite éventuellement d'avoir une grande carrière peut-être, mais déjà que le professionnalisme puisse exister dans chaque pays était essentiel à mon point de vue. Lui, il estimait qu'il y avait d'autres priorités, c'était son droit évidemment. Absolument. On va écouter, merci Philippe, on va écouter Mouad Hadji justement sur ce que moi je vais appeler les prérequis. Qu'est-ce qu'il faut d'abord avant de penser ou avant même d'envisager d'arriver
à poser les premiers jalons vers le professionnalisme? Quels sont les prérequis, moi, Deji? Bon, déjà, je rejoins un peu Philippe par rapport à son point de désaccord avec Feu Pape, de telle sorte qu'aujourd'hui, la professionnalisation des championnats est une obligation, parce que sinon, on se contenterait des équipes nationales, et surtout, quand il parlait d'équipe nationale, je pense qu'il pensait équipe nationale A, là où tous les joueurs pratiquement sont au niveau, sont en Europe, dans l'écrasante majorité. Mais bien sûr, cette professionnalisation, on en a besoin pour aller vers un schéma où l'équipe nationale serait l'émanation des meilleurs joueurs, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Et donc, pour revenir à cette professionnalisation, ces prérequis, vous avez dit exactement ce qu'il fallait, il faut des prérequis. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et rêver de mettre en place une professionnalisation parce que c'est un effet de mode, parce que c'est bien d'en parler et d'en faire un schéma sur lequel des gens puissent en parler à l'international, alors que c'est vraiment pas le modèle qui est requis. Et le modèle, vous avez bien fait aussi d'en parler à Boubakri tout à l'heure, c'est un modèle qui doit être adapté à l'Afrique. Les championnats européens nous font rêver, mais il y a une réalité africaine qu'il faut absolument tenir compte. Bon, donc moi, ces prérequis, je les résume à 4 niveaux. C'est la gouvernance. Premier niveau, la gouvernance. Elle doit émaner déjà de la fédération, parce que la fédération, c'est elle qui va promouvoir au tout début cette ligue professionnelle. Donc la fédération elle-même, avec un modèle de gouvernance qui doit être mis en place. Par la suite, la gouvernance au niveau de la Ligue Pro qu'on va créer, mais aussi au niveau des clubs. Il est important qu'on fasse l'effort aujourd'hui de mettre en place une gouvernance qui puisse s'adapter au schéma sur lequel on va tous s'entendre, de telle manière à avoir des process, mais avoir aussi des cadres qui soient qualifiés dans les aspects juridiques, dans les aspects commerciaux, dans les aspects de communication, dans différents aspects. Et donc ça, c'est une gouvernance sur laquelle c'est l'un des prérequis. Deuxième des prérequis aujourd'hui, c'est l'infrastructure. L'infrastructure qui puisse permettre un développement de la pratique footballistique. Et on a vu aujourd'hui au niveau du CHAN que l'infrastructure aujourd'hui a été l'un des vecteurs les plus importants, bien sûr. Qui dit infrastructure doit être accompagné, c'est un troisième prérequis dont je vais parler, la production télé. Mais l'infrastructure est un prérequis très important. Donc là, il faut travailler avec les pouvoirs publics de telle manière à ce que cette infrastructure soit dans un minimum acceptable pour les clubs. Troisième prérequis, c'est la production télé. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons encore des matchs de compétition interclubs dont les télévisions nationales ne peuvent pas produire le contenu. Donc, il faut aujourd'hui qu'on puisse, au niveau local, au niveau national, aider ces télévisions nationales à avoir du matériel, de l'expertise, de telle manière à pouvoir produire ce produit qui est aujourd'hui ce championnat professionnel, pour passer au quatrième prérequis qui est la commercialisation. Donc avoir de l'expertise au niveau de cette professionnalisation qui pourrait nous permettre aujourd'hui demain d'avoir les fonds qui puissent donner naissance et faire évoluer cette professionnalisation. Mais il est aussi évident que chaque fédération doit avoir déjà une vision claire au tout début. Où est-ce qu'on veut cette professionnalisation? À quel niveau? Dans quelles étapes? Quels sont les indicateurs de suivi et d'appréciation? Donc, dans un premier, c'est les 4 prérequis que j'ai pu, essentiels, hein, il y en a bien sûr d'autres, mais c'est à peu près les 4 prérequis que j'ai pu lister. Merci beaucoup, Mouad. On a parlé, Gérard Aguindes, de gouvernance, des prérequis en termes d'infrastructure, en termes de production audiovisuelle. Je suis en plein dedans. Je sais de quoi on parle sur ce point précisément. Et puis, parler également de la commercialisation, de la rentabilisation. Vous en pensez quoi, vous, Gérard Aguindes? Il y a d'autres prérequis, il y a d'autres points que vous voulez ajouter?
oui, je crois que les prérequisites sont effectifs, comme Mouad a relevé. Mais moi, je voulais aller à un niveau plus bas parce que, et puis revisualiser la professionnalisation. Parce que quand on parle de professionnalisation sur le continent africain, il faut qu'on regarde le continent dans ses capacités. Et la professionnalisation, je la vois, j'entends plutôt la professionnalisation des compétences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on sait faire. Comment on relève le niveau des compétences à tous les niveaux du sport et du football en particulier. Ça, c'est un niveau de professionnalisation qui n'est pas là, qui est un prérequis, et qui doit se mettre en place. Et ça passe par le niveau technique qui est scientifique, les entraîneurs, les médecins, tout cet aspect-là. La qualité, et quand je parle de qualité, je ne parle pas de quelques individus pointus, je parle du nombre. Comment on couvre tout le football avec de la qualité. Ensuite, il y a la qualité des gestionnaires, la qualité de tout ce qui est il y a un truc qui est fondamental aujourd'hui, c'est la gestion des données, qui est pratiquement absente dans nos systèmes. Tous ces éléments-là, ce sont des prérequis qui sont très, très importants. Et c'est là que la professionnalisation commence. Ensuite, je parlerai de professionnalisation des structures, les fédérations. Je ne regarde pas la gouvernance seulement au niveau fédération. Je la vois au niveau fédération, club, et puis au niveau de tout ce qui gère le football au plus petit niveau. Comment ça se professionnalise au niveau de leurs compétences? Comment ils gèrent ça? Un petit club a besoin d'être professionnalisé dans le sens où il y a des gens compétents pour le gérer. Parce que ce sont eux qui vont faire vivre le reste. Ensuite, je regarde la professionnalisation au niveau économique. Là, on rentre dans les médias, la gestion des droits de télé. Et tout ça, ça demande de l'argent. D'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient cet argent-là? Comment est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'il faut que les gens soient à temps plein dedans ou à temps partiel ou volontaire mais bien compétent? Donc, il y a toutes ces questions-là qu'on doit se poser. Et sans une structure qui est longitudinale, où il y a tous les schémas de la base jusqu'au sommet, qui sont articulés, pas disconnectés. Généralement, le sport africain est complètement fragmenté, qui sont articulés proprement. La professionnalisation, qui est le bout de la chaîne, n'aura pas lieu. Absolument. Ben voilà. Ça rejoint un peu ce que moi disais en termes de prérequis. On va continuer à faire le tour. Je pense que Andy est avec nous. Andy Kwam. Est-ce que vous nous entendez? Il faut activer votre micro. Yeah, I'm here. Sorry. Yes. I was mute. OK, voilà. OK, non, je vois. Alors, je vous pose la question en français. Vous avez suivi un tout petit peu par rapport aux prérequis quand moi je parle de gouvernance, d'infrastructure, de production télé, de commercialisation, que Gérard résume à peu près en termes de professionnalisme des compétences, professionnalisme économique notamment. Vous avez envie de rajouter quoi en termes, avant d'aller au professionnalisme, il faut quoi pour vous, Gérard? Pardon, Andy. Thank you, Aboubakar. And good afternoon to my fellow colleagues around the panel. I want to speak specifically about the situation in Liberia regarding infrastructure, professionalization, and the governance. Liberia, as you know, we came into being in 1847, but not actually colonized by any structural country. We gained our independence from the American Colonization Society, and going to suppose not much is in Liberia regarding that. Infrastructure is lacking in Liberia. We have only one stadium in the entire country, which is called the Samuel Canyon Dos Sports Complex. Structurally, it was built in the 70s,
so it does not have the requisite requirement for modern international football matches. Professionalization for clubs in Liberia, 95% of the clubs in Liberia in the top league, like in the Premiership in England or in the Bogota in other countries, or the first league, then the NPFL in Nigeria, 95% of the clubs are owned by individual. The fact that they are owned by individual, they does not have the requisite professionalism to make it professional. If an individual is taking money from a packet to support a professional club, you know that the professionalism would not be attached. Take, for example, commercial value, we don't have it in Liberia in our league. Marketing is not available because the league is small, there's no sponsorship, so the marketing value is not there. No TV right, there's no IFA, no TV except for some other guys who do their live streaming on Facebook, which is professionally not what we count in professional football. And 90% of the clubs are struggling because no sponsorship and government is not giving support. That it is done in Morocco, it is done in Egypt, it is done in other countries. Take, for example, in Nigeria, the NPFL, 95% of the clubs are owned by the state. So it is his governor who appoints the managing director or the chairman. That NPFL club, the Iyemba, is not open to the citizenry to be a part, to contribute. So the marketing part of that is squarely left with the governor office. And the governor appoints a guy called Commissioner for Sports. And the Commissioner for Sports decides what happened to Iyemba or Rivers United or Lombo Star or Kanu Pillars. The club is not open to have an individuals within that state to buy share. And when you buy share, you expand the professionalism of the club. So people will see now how the marketing is done properly, how is it linked with other clubs around Europe, America, or developed countries. So Africa, or let's say, for example, West Africa, our football is not developing as compared to what is happening in Egypt, where Al Ahly or Zamalek, or in Tunisia, what is happening to Esperance, Etoile du Sahel, or Club Africain. No, we are far, far below accepting the professionalism of football. Again, take for example, in Ghana, Ashanti Kotoko is a very big brand. But Ashanti Kotoko is owned by the Ashanti King. The king of Ashanti Kingdom, King Nana Akufo, will decide to appoint a leader of that club. And the leader of that club is only subjected to Nana. He's not subjected to the Ashanti King, the Ashanti Kingdom. So meaning that team cannot operate. The commercial value of that club is not properly done. The marketing strategy is not properly done. Though individual will go to the marketing store to buy jerseys for Ashanti Kotoko. But if Ashanti Kotoko or Manchester United, Chelsea, Real Madrid, the value of Ashanti Kotoko in Africa will be maybe the best. It will be as far as bigger than even Ali. My study showed that they have 70 million followers or 70 million supporters. So Ali, if you go to Ali, if you go to their clubhouse, if you go to their structure, I was in Egypt last year doing the African Cup of Nations. Ali invited us to see what they have. I mean, it's so huge, a club in Africa. I happened to serve as the general coordinator for their match last year in their quarterfinal against Sundowns. And I happened to see they have a TV station, they have the network, they have a newspaper, they have a clubhouse. It's huge. You can compare Ali with a club in Europe, a club in Belgium, or a club in the Far East Europe. Ali is by far better than some of the clubs in Eastern Europe. But that cannot be served with a club in Africa or in West Africa. Take, for example, in Liberia, there is no club that have any marketing value in Liberia. I mean, this is my country. It's unfortunate for me to say this on the panel, but there is no club in Liberia with a market value. The commercialization of a club in Liberia
is not existing anymore. Maybe they'll sell their brand on social media, but that is not sufficient to commercialize a club in Liberia. So Liberia is very far from what is happening in Tunisia. What is happening? We have some technical problem with your microphone. Are you hearing me? Yes, it's okay now. Are you hearing me now? Oh, okay, yes, go ahead. So we cannot compare clubs in West Africa to what is happening in the North. I mean, I'm very, very encouraged by what I see in Tunisia, what I see in Egypt, what I see in Morocco, Wydad Casablanca, Raja Casablanca. They are massive, they're far ahead of the rest of Africa, honestly. South Africa, yeah, there are infrastructures there available for the PSL, but those infrastructures are owned by government and leased to the Premier Soccer League, to the PSL to operate. So SAFA is also doing its best to promote professionalism, commercialization, and marketing in the clubs, in the PSL or in SAFA. But you cannot count that in West Africa, honestly, I'm afraid. Most of the clubs here are trying. Horoya is trying, but it's still far below what is happening in the north of Africa. Thank you. Thank you very much, Mr. Andy. On l'a entendu en Philippe Doucet, Andy Kwame faire un peu le panorama, la diversité, elle est énorme d'un pays à un autre. Ça nous permettra de parler justement tout à l'heure, d'aborder ce qui serait peut-être un modèle pour l'Afrique. Mais Philippe, on va vous écouter sur votre réaction sur les prérequis un peu déclinés tout à l'heure par Gérard, par Mouad et par Andy Kwame, s'il vous plaît. Activez votre micro. Voilà. Oui, dans les choses qui ont été dites sont très justes, mais il n'y a pas de contestation à faire. Moi, je voudrais insister sur un point qui me semble extrêmement important pour le développement du professionnalisme. C'est une comparaison très simple entre les ressources et les dépenses. Si on a des ressources autres que un businessman éclairé qui a beaucoup d'argent et qui investit énormément dans son club, mais dont finalement l'argent va peut-être... C'est ce que décrivait un petit peu Andy Kwame en disant que dans l'ouest de l'Afrique, en général, quand un club se développe, c'est qu'il y a derrière un milliardaire ou enfin quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui met beaucoup d'argent dans son club, mais il constitue en quelque sorte lui-même toutes les ressources ou tout le budget du club. Donc s'il y a ce modèle-là, souvent le professionnalisme ne vient pas avec, car il faut qu'il sache s'entourer remarquablement, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est parfois le cas, mais pas toujours le cas. S'il s'entoure très bien, pourquoi pas. Et puis, il y a le côté dépenses, de l'autre côté. Le côté dépenses, moi, je suis frappé du nombre de clubs, et ça rejoint le problème des ressources de l'autre côté, le nombre de clubs où finalement les dépenses, c'est les salaires des joueurs, les salaires globalement du club, mais où il n'y a quasiment pas de contrat, où les contrats ne correspondent pas à des choses très fiables. Moi, je suis étonné quand même, il y a des clubs de niveau Champions League où les contrats ne sont pas très, très extraordinaires, ne sont pas rédigés d'une manière normale. Ça va jusqu'à des pays du Nord. Je pense que Mouad Haji pourra parler du Maroc, où je pense que beaucoup de choses ont été faites dans le bon sens, mais il n'y a pas l'équivalent, je pense, en Tunisie ou en Égypte, qui sont pourtant des très, très grands pays de football africain, où on voit encore des énormes problèmes entre joueurs et clubs, parce que les contrats ne sont pas fiables, ne sont pas des contrats fiables sur le plan juridique. Donc je pense quand même qu'il y a un souci un peu global, et y compris dans des pays ou des endroits où il y a de l'argent, où il y a de quoi faire un vrai professionnalisme, et où, alors, peut-être que la CAF n'a pas su ou n'a pas pu imposer des critères de licence club extrêmement drastiques, de manière à ce que même des clubs de Champions League, parfois, ont une économie qui n'est pas professionnelle elle-même. Donc, difficile qu'un club soit professionnel quand la gestion même du club ne l'est pas.
Voilà, merci beaucoup Philippe Doucet. On parlera tout à l'heure de ce processus pour arriver à ce qu'on pourrait appeler un modèle. Modèle, ça va être difficile parce que compte tenu de ce que vous avez expliqué les uns et des autres, un modèle applicable à tous les Africains, un modèle régional peut-être, on ne sait pas, mais avant d'aborder ce thème, on va écouter un footballeur en activité. Il est en Afrique, on peut le considérer comme un footballeur professionnel. Dans le championnat congolais, AS Cheminot de Pointe-Noire, il s'agit de Chirubin Chibinda. On va l'écouter. La vision du football professionnel, pour moi, le joueur doit vivre de son métier parce qu'auparavant, c'était pas un métier. Pour aujourd'hui, c'est maintenant un métier. Un joueur pro doit vivre comme un joueur pro en Europe, comme dans d'autres pays africains, comme au Maroc, Tunisie, Afrique du Sud. Là-bas, tu sens qu'il y a des joueurs qui vivent du foot. Un joueur pro, tu sais que ça c'est un professionnel, il vit de son art, quoi. Mais je sais que demain après-demain, si notre pays aussi pourrait s'engager pour être le championnat professionnel, ça sera nettement bien, quoi. Ça sera nettement bien. Mais être joueur professionnel, c'est une très bonne idée, une très bonne performance parce qu'un joueur professionnel, il se retrouve après, il est bien entretenu, quoi. Le besoin d'un joueur professionnalisme en Afrique, c'est d'être bien entretenu, signer un contrat et gagner sa vie chaque fin du mois, respecter les contrats, venir aux entraînements, faire son job, vivre du foot. Parce qu'en gros, si un joueur signe un contrat, il est salarié chaque fin du mois, il paye sa maison, il nourrit sa famille. À quoi bon qu'il va encore aller chercher un autre truc quelque part, un autre job de gauche ou à droite? Un joueur qui est salarié, il va focaliser tous ses objectifs sur le foot, tout son engouement sur le foot pour qu'il puisse aller de l'avant, quoi. Toujours signer un bon contrat et avoir là où reposer avec ta famille, ta petite famille, vivre du foot. Le championnat congolais, c'est un championnat qui n'est pas visible. Bon, gagner la vie, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça par rapport aux autres pays africains. Au Congo-Brazza, surtout, chez nous, au Congo-Brazza, si tu dis chez ta maman que tu vas, chez tes parents, tu pars jouer au football, ils vont te dire non, laisse l'histoire du foot, par faire les études. Parce qu'au Congo, c'est moyen, quoi. Si tu pars pas en équipe nationale, vraiment, c'est mort. C'est mort. On se retrouve pas, on vit pas de notre job, quoi. On vit pas de notre job. C'est pas ça comme on désire être. Mais bon, que faire? On doit s'y mettre et se donner à fond pour que demain ou après-demain, Inch'Allah, ça va aller, quoi. C'est un peu ça, mais on vit pas de notre football, quoi. On vit pas de notre football. Les dirigeants nous gèrent même pas bien. Eux, ils ne respectent pas notre boulot. Vraiment, en gros, le boulot d'un sportif congolais au pays Congo-Brazza, c'est noble, quoi. Eux, ils respectent pas le joueur, ils respectent pas le joueur, quoi. Voilà, merci beaucoup. C'est Chirubin Chibinda qui est footballeur congolais qui a, je rappelle, cheminot de Pointe-Noire. Je voudrais avoir la réaction de Gérard Akindes. Aujourd'hui, en écoutant le footballeur qui évolue aujourd'hui en Afrique, on a du mal, même pour les acteurs aujourd'hui, à le mettre dans leur tête qu'ils sont professionnels en jouant en Afrique. Ouais, son témoignage, il est révélateur d'une réalité qui est économique et qui aussi porte la froideur de l'économie du sport. L'argent doit rentrer de quelque part pour faire des professionnels, pour payer des joueurs. Il faut trouver les moyens quelque part. Et il n'y a pas 1001 manières dans le sport de trouver les moyens. Il y a les sponsors, il y a la télé, il y a la billetterie, il y a le merchandising, je ne sais pas comment on dit ça en français.
Et puis, éventuellement, des subventions de l'État, qu'elles soient directes ou indirectes. Il n'y a pas 1001 moyens, 1001 moyens. Donc, quand on regarde, on fait le bilan de ces moyens-là dans le football africain, il n'existe pas. Les sponsors ne sont pas là. La télé n'est pas là, ou très peu, ou les sponsors sont là très peu, c'est très volatile. La billetterie, elle est quasi inexistante. Et tout ça, c'est lié à un élément fondamental dans la viabilité du sport professionnel, du sport commercialisé. C'est lié au nombre de spectateurs qui vont consommer ce sport. C'est la réalité la plus difficile, mais c'est la plus simple. S'il n'y a pas des milliers de gens qui paient des billets, qui consomment les vêtements, les répliques, qui achètent les abonnements télé, les sponsors ne seront pas là. Et s'il n'y a pas les sponsors, il y a encore moins d'argent. Donc, le fait que les clubs, en général, soient faibles dans leur capacité à créer des supporters ou en avoir tout simplement de par leur histoire, fait que c'est très fragile, c'est presque impossible qui emmène de l'argent. Excuse-moi, Gérard, je pense qu'il y a une petite nuisance sonore, je ne sais pas d'où elle vient. Il y a quelqu'un qui parle en sous-impression. Mais bon, là, je pense que ça va. Allez-y, Gérard. OK. Donc, c'est ça la réalité. Moi, je veux, le message que je veux porter, surtout aux jeunes qui veulent s'embarquer dans le professionnalisme, il faut qu'ils comprennent l'équation du professionnalisme. Gagner de l'argent au sport implique que certaines entités permettent de rentrer de l'argent qui vont les payer. Et si ces entités-là n'existent pas, donc on est en difficulté. Et l'État, on peut créer le professionnalisme sur le dos de l'État. C'est-à-dire l'État peut prendre en charge un certain nombre de choses, ce qui devrait se faire en Afrique. Parce que dans l'autre réalité, la réalité privée, elle est plutôt illusoire pour le moment. Donc l'État peut prendre en partie cet élément-là. Et là, on doit rentrer dans un peu plus d'imagination. Qu'est-ce qu'on assure à un jeune qui devient professionnel? Moi, je trouve que c'est criminel de payer un footballeur professionnel 50 000 francs CFA par mois. C'est-à-dire, dans n'importe quel système… 75 euros. Oui, c'est une fenêtre de la vie du sportif. Dans n'importe quel système, c'est une fenêtre délicate. Si tu n'engranges pas beaucoup d'argent, tout ce que tu as fait pendant ce temps-là, c'est jouer. Donc, quand tu sors de cette fenêtre de sportif professionnel, tu es confronté à une vie où ce que tu as fait le plus et le mieux n'a plus beaucoup de valeur. Donc, payer quelqu'un 50 000, pour moi, c'est juste un report à la pauvreté. On les met sur une trajectoire de la pauvreté plus tard. Donc, il faut qu'on fasse ce calcul-là et qu'on parle ouvertement de ce que le sport professionnel représente économiquement, plutôt que de vouloir, de rêver, d'être dans un mirage. On n'est pas dans un mirage, c'est une froide réalité économique. Absolument. Merci beaucoup, Gérard Moide. A dit, dans la foulée de la réponse de Gérard, il y a une question d'un participant, Zanbé Michel, apparemment, ça vient de la Côte d'Ivoire, qui s'interroge justement parce que l'affirmation, c'est l'une des clés essentielles de la professionnalisation des clubs en Afrique et de donner une valeur commerciale à nos clubs. Maintenant, la question, c'est quelle stratégie pour mettre en place pour arriver à justement donner une valeur commerciale à nos clubs, à notre football, Moad. Oui, moi, avant de parler de valeur commerciale, moi, c'est mon avis personnel, je voudrais partager avec vous, c'est que l'erreur à ne pas commettre, à mon avis, c'est de ne pas uniformiser cette professionnalisation au niveau de l'Afrique. Comme j'ai dit, au niveau, bien sûr, ça peut être un objectif, mais selon, bien sûr, on ne peut pas aujourd'hui, il n'y a pas photo entre, il y a quelques années encore, entre la professionnalisation des niveaux de salaire en Égypte et ceux même du Maroc. Mais ça peut nous faire rêver, ça peut nous faire… Mais l'erreur à ne pas commettre aujourd'hui, c'est de ne pas modéliser ce genre de professionnalisation. Chacun, il faut y aller par petites étapes. Ce dont parlait tout à l'heure Philippe, un contrat d'un joueur, ça ne demande pas d'argent.
ça demande de la bonne gouvernance, ça demande un papier qui soit certifié entre les parties et qui dise que tel joueur devra recevoir à telle date tel émolument. Devra recevoir, c'est un contrat entre deux parties. Je ne pense pas que ça puisse nécessiter de l'argent. Mais ce qui est plus important, c'est de travailler dans un schéma professionnel, dans une idée professionnelle. C'est-à-dire aujourd'hui de la compétence. Je ne vais pas parler d'un salaire, par exemple, d'un Marocain, un salarié marocain par rapport à un salarié européen en Allemagne. Je ne peux pas le comparer. La comparaison juste des salaires serait complètement fausse et erronée. Donc aujourd'hui, mettons en point un système qui soit statutairement, légalement, juridiquement fiable, avançons à petits pas, mettons en place les étapes, mais avançons. On ne peut pas parler aujourd'hui, on ne va pas faire la professionnalisation parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce qu'il n'y a pas… Non, c'est un cercle vertueux, on ne va jamais s'en sortir. Aujourd'hui, si on met un terrain, même qu'il soit en synthétique dans un premier temps, mais avec un bon rendu télévisuel, avec des gradins, avec des places assises, je ne parle pas de 20 000, 30 000, 40 000, mais 8 000, où on pourra fidéliser des supporters. On a parlé tous des moyens, des revenus des clubs. C'est aussi le ticketing, c'est aussi le rendu télé, c'est un certain nombre. Allons-y à petits pas, mais allons-y. On régulera au fur et à mesure, on mettra en mesure. C'est bon de rêver, c'est bien de rêver, c'est bien d'avoir des objectifs, mais il faut y aller. Moi, je peux vous donner un exemple très simple. On a longuement échoué au Maroc au niveau de l'infrastructure. J'ai vu des dirigeants au niveau de la fédération qui sont venus avec les meilleures intentions au niveau de l'infrastructure où pratiquement rien n'a été fait. Et il y a une idée ingénieuse de Fouzer Kja, ce n'est pas parce que je travaille avec lui, hein, je dirais, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, je le dirai en face, mais une idée ingénieuse qu'il a eue aujourd'hui. On sait tous que les infrastructures sont normalement du ressort des collectivités locales. Qu'est-ce qu'il a fait? Très simplement, il a pris les ressources des collectivités locales, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur. Il a pris aussi celle du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui, elle aussi, faisait de l'infrastructure. Il y avait 3 ou 4 départements qui, chacun, avait sa vision. Il a pris tout cet argent-là, il les a mis dans un pot global, en commun. Cet argent-là, mais il a fait aussi de la gouvernance. C'est-à-dire que le maîtrise d'ouvrage délégué, ce n'était pas la fédération. C'était un organisme semi-public qui avait l'habitude de gérer toutes les grandes infrastructures du royaume. Les grands terrains qu'on a vus dans différentes villes, mais aussi les ponts et tout ça. Donc, il y a un modèle de gouvernance et je peux vous assurer que ça a été fait dans les règles de l'art. Ça nous a facilité la vie parce que séparément, on ne pouvait pas le faire. Mais à plusieurs, dans un pot global, on a vu aujourd'hui le programme d'infrastructure marocain qui est peut-être cité en exemple. On a vu un centre sportif aujourd'hui. Le centre sportif, il a coûté ce qu'il a coûté. Il a coûté cher, il est excellent. Mais aujourd'hui, ça fait une économie, vous ne pouvez pas savoir. Toutes les équipes nationales se rencontrent là-bas, au lieu d'aller dans des hôtels où on payait énormément d'argent. Et donc, ils sont au centre. À tout moment, ils peuvent venir parce que la disponibilité est là. Et donc, ce qui fait que… Mais à mon avis, il y a des solutions qui sont simples. Ne nous comparons pas à des trucs qui sont impossibles au temps T. Ils seront possibles à un temps T plus 1 peut-être. Mais allons-y. Et je pense aussi qu'il faut penser, moi j'y pensais tout à l'heure là en parlant, pourquoi pas aujourd'hui ne pas demander à la FIFA, qui est l'organisation fêtière du football au Maroc, la FIFA à travers son programme FIFA Forward pourrait penser à par exemple un programme FIFA Forward Club avec un cahier de charges précis dans les fédérations. Donc je pense que les moyens de financement, et d'ailleurs moi j'étais au séminaire des infrastructures où l'idée était celle de développer ces mêmes infrastructures en Afrique avec un schéma très facile. C'est-à-dire qu'une partie des fonds FIFA Forward allait servir à rembourser une dette cette dette était située avec la garantie de la FIFA. La FIFA vient te garantir une dette qui permet de construire de l'infrastructure pour les différentes fédérations qui n'en ont pas aujourd'hui. Donc, il y a des idées, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de vision. Quand il y a une vision échelonnée, avec des éléments de suivi, avec de la bonne gouvernance, avec un certain nombre d'éléments, je ne pense pas que le financement
soit véritablement un problème. Et j'ai appris ça au tout début de mon Briad, que j'ai eu l'honneur tout à l'heure d'entendre, qui à chaque fois où on mettait en avant les difficultés dans le cadre d'un projet, nous disait non, avançons. Et au fur et à mesure, l'argent, c'était chez lui. L'argent n'est pas un problème. Et on en rigolait, mais au fur et à mesure, il s'est avéré qu'il avait raison. Et au fur et à mesure, on a trouvé des partenariats, même à l'étranger, et tout ça, avec son initiative de petits complexes sociaux de proximité. Et aujourd'hui, on en est à pratiquement plus de 1000 ou 2000. Donc, ne cessons pas de penser, d'avoir une vision claire et d'avancer. C'était ça un peu mon... Bien sûr, par rapport à la commercialisation, excuse-moi, commercialisation, il faut... tout à l'heure, Philippe aussi parlait de mettre en face les revenus et les dépenses. Il est important aujourd'hui qu'on fasse les sources de revenus. C'est quoi le ticketing? J'en ai parlé, c'est l'infrastructure. Le merchandising. Oui, allons sur du merchandising. On n'est pas obligé de vendre un pull à 60 €. On n'est pas le PSG, on n'est pas le Bayern de Munich, mais faisons, on sait tous qu'il y a de la contrefaçon chez nous et tout. Faisons en sorte de faire des maillots à des prix accessibles, mais donnons un contenu qui soit viable, un contenu. Je pense que quand il y a du sérieux, contrairement à moi, j'irai au contraire, je te donne un exemple de mon club, le Raja de Casablanca, qui était en difficulté complètement financière, mais vraiment difficulté avec des charges très élevées, qui ont pu maintenir cet équilibre entre revenus et recettes par un centre de formation. On a oublié de parler des centres de formation. Le centre de formation est l'une des ressources les plus importantes. Aujourd'hui, on voit des centres de formation au Sénégal, un peu partout en Côte d'Ivoire, qui sont pourvoyeurs de recettes magnifiques. Donc, développement, on a en Afrique, il y a le talent permettant à ces jeunes aujourd'hui de les faire rentrer dans ces centres de formation, de les former et de les faire sortir. Là, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de revenus. En parallèle, mettant en place l'infrastructure, mettant en place la gouvernance, tout ça doit aller en parallèle. Et les revenus vont venir. Et on se développera au fur et à mesure. Et on montera dans les échelles au fur et à mesure. Excuse-moi d'avoir été long. Non, c'est bon parce qu'en fait, il ne reste pas beaucoup de temps. Et surtout dans votre intervention, vous avez abordé deux aspects qu'on avait prévu, vous avez parlé de cette nécessité d'un modèle qu'on va appeler africain. On avait parlé également, on avait évoqué la possibilité d'évoquer le modèle marocain. Je pense que vous en avez parlé longuement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir qui a envie de réagir sur le modèle marocain, ou alors on aborde justement le thème de ce que serait pour vous un modèle africain vers le professionnalisme du football. Celui qui lève la main a la parole. Gérard, Philippe, Andy, ou bien je peux désigner quelqu'un. Philippe, le temps qu'il active son micro, donc c'est la parole à Philippe Doucet. Non, juste un mot. Je vais essayer d'introduire peut-être ce débat effectivement du modèle qui est intéressant, mais je trouve déjà que dans ce qu'a dit Mouad, il y avait quelque chose de très important, c'est qu'en quelque sorte, il faisait appel à une certaine sincérité sur le professionnalisme en Afrique, car en fait, pendant des années, on s'est menti. C'est-à-dire, on a raconté une histoire, d'ailleurs, c'était lié à des subventions FIFA et autres. On a raconté qu'on créait des championnats professionnels ici et là, etc., et pour avoir droit à des subventions FIFA, à ceci, à cela. Mais on s'est menti et on ne l'a pas fait. On n'a pas du tout développé de modèle. Alors après, dans les choses qui ont été développées, bien évidemment, on peut parler du Maroc, mais Mouad a raison là aussi. Est-ce que ce que fait le Maroc est applicable en Afrique de l'Ouest, par exemple? Ce n'est pas évident. On peut voir le modèle public qui avait été émis au Gabon. Après la CAN 2012, le président Bongo avait lancé un plan de financement public du football à très grands frais. Enfin, à l'échelle du continent, c'était des frais gigantesques. Il n'en est absolument rien sorti. Aucun résultat de la part des clubs, aucune augmentation du salaire des joueurs. Rien n'est arrivé au terrain. C'est là où on a aussi un vrai problème. Comme disait Mouad, il faut une vraie vision. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est une vraie vision et une vision qui, in fine, arrive au terrain. Et l'un des problèmes qu'on a en Afrique, c'est que beaucoup d'argent n'arrive pas jusqu'au terrain. On développe
des modèles qui finalement s'arrêtent aux dirigeants, qui s'arrêtent à vaguement l'étiquette club globalement, et puis derrière, l'argent ne va pas forcément jusqu'au terrain. Donc, s'il y a un modèle à créer, ce serait déjà un modèle qui peut-être parte un peu plus du terrain, où on se dise, bon voilà, à quoi on veut aboutir sur le terrain, quel modèle on veut aboutir, quel contrat on veut pour les joueurs, qu'est-ce qui va permettre que les joueurs soient réellement professionnels. Ça, c'est Normalement, ça devrait être la finalité. C'est-à-dire qu'on devrait avoir tout le travail avant et arriver à des joueurs professionnels, salariés, etc., etc. Finalement, je me demande si dans certains pays, il ne faudrait pas partir de l'inverse, c'est-à-dire financer les joueurs, montrer qu'on a été vertueux là-dessus, et après construire le reste de la pyramide qui finalement, on connaît, parce qu'à travers la licence club, on connaît les éléments qui doivent arriver jusqu'au club, jusqu'aux joueurs, pardon. Le problème, c'est que ça n'arrive jamais jusqu'aux joueurs. C'est ça qui est problématique, me semble-t-il. Merci beaucoup, Philippe. Gérard Kendes, modèle africain, vraiment, pour vous, comment ça va se passer? En fait, c'est même pas un choix, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que tous les pays, tous les systèmes n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes capacités. Et quand on parle de modèle africain, pour moi, c'est la créativité dans ce modèle-là. Qu'est-ce qu'on veut? Mourad a mentionné la vision. Généralement, les visions sont à très, très court terme. Ce n'est pas possible. Les visions sont limitées aux équipes nationales. Les visions sont fragmentées parce qu'elles n'intègrent pas toute une chaîne qui part du sport de base avec les gosses jusqu'à la professionnalisation. Donc, il y a toute une réflexion à avoir sur un modèle. Si on veut vraiment faire du football professionnel, qu'est-ce qu'il faut pour arriver là? Ce n'est pas décréter qu'on fait du football professionnel. C'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver là. Ça demande des ressources qui sont humaines. Où est-ce qu'on les forme? Comment on les forme? En nombre, en qualité. Ça demande des infrastructures. Et quand on parle d'infrastructures, on se rue automatiquement vers le stade. Le stade, c'est la finalité aussi d'une chaîne. Le stade n'est pas une infrastructure de développement. Le stade, c'est une infrastructure de commercialisation en particulier. Mais l'infrastructure de développement, elle se passe là où les humains sont, dans les quartiers, dans les écoles. Et c'est là où le vivier va se mettre en place. Il y a un pays on parle du Maroc, oui, mais il y a un pays peut-être qui est plus proche de ce que l'Afrique doit regarder de plus près, c'est l'Islande. L'Islande n'a rien, petite population, pas beaucoup d'argent, leur football est semi-professionnel, mais ils arrivent à faire vivre leur football dans un modèle qui leur est particulier et qui est adapté à ce qu'ils ont et ce qu'ils peuvent faire. Pas qu'on doit copier ce modèle-là, mais qu'on rentre dans la réflexion qui a emmené l'Islande à fonctionner comme elle fonctionne. Qu'on rentre dans la réflexion qui a emmené le Maroc à fonctionner comme il fonctionne. Donc, c'est plus cette réflexion-là qui est nécessaire que décréter un modèle qu'on peut dupliquer partout. Et pour moi, c'est un peu là que ma réflexion est. Il faut qu'on réfléchisse pour développer des modèles qui soient adaptés à chaque système, à chaque société, à chaque pays, parce qu'il y a un problème aussi, il y a des différences aussi au niveau de la gouvernance politique qui est importante. Au niveau éducationnel, tout ça là doit être intégré. Absolument. Merci Gérard. On va écouter Andy du Libéria qui est un peu dans des structures étatiques dans le gouvernement. Aujourd'hui, quand on parle de modèle africain, quand on parle de gestion du football. Hello, you hear me? Yeah, okay, Andy? thank you. I listen to Gerard, I listen to Moahaj from Morocco. We all saying the same. Okay. Corruption have also played a key role in the downward trend of football development in Africa. Corruption. For example, Morocco received the same kind of money from FIFA for development of sports and sports infrastructure. But now Morocco is the center, is the hub for the football development in Africa. Morocco has opened its door to almost all the countries in Africa. Look at what Morocco did in Tanzania. Look at what Morocco is doing to Gambia.
Morocco is almost like an octopus that stretches its wings to helping the development of football in Africa. We could do the same because everybody is getting the same kind of support from FIFA, from CAF. But Morocco has been able to manage and invest its resources in infrastructure. Now clubs leave from every part of Africa, they go to Morocco for camping. Had corruption not been the biggest, by now most of the countries in West Africa, East Africa would have been better. But because of corruption, we are far, far away. For example, in Liberia, there's no club with an economy. There's no economy in Liberia. There's no club here with a youth center, with a youth team, like economic team that's you bring a reserve through towards the team. But there's no support. In Liberia, the government does not support the clubs. We don't have the resources. The government is also challenged economically, so they cannot even give us a support to the clubs. So the clubs here are struggling. But again, we don't have sponsorship. If you don't have sponsorship, the league is not big, it's not on TV, there's no marketing, there's no commercialization of the league. I'm afraid there's nothing happening. So like what Moaz said, in order for the rest of the Africa to join what is being done now in Morocco, in Egypt, in Tunisia, we need to follow their model. Maybe we need to send people there to study what did you do to reach to this level and what can we do to also follow your footsteps. But these things are lacking in the rest of Africa, especially from the part of Africa I come from, West Africa. Probably we need to send feasibility express to Morocco, to Egypt, to study the way they have done theirs, to develop to that level. You see the international stadium in Cairo, the fee, the infrastructure itself is like if you are in Europe. I was in Brazil in 2014. I saw the World Cup. Some of the stadiums in Egypt can be compared to some of the stadiums that they hosted the World Cup in Brazil. Horizonte, in Belgrade, in Sao Paulo. The stadiums are almost the same. When you go to Morocco, you see the stadium in Casablanca is international. You can bring some Europe, see the World Cup competition I'll play in Morocco. So that means the standards in Morocco can be compared to any part of the world. Look at the stadium that cannot be compared to West Africa. Most of our stadiums will be banned by FIFA, meaning that all the countries in West Africa might even go to Europe or North Africa to play their World Cup qualifier. We are very far apart. But if corruption is minimized in West Africa, I believe we can start this standard of developing an international and modernized facilities to cope and to cooperate with what is happening in Tunisia, in Morocco, in Egypt, and the rest of other developing areas like South Africa. South Africa hosted the World Cup. But again, corruption, the key word, corruption, is playing a key role in the downward development of football in Africa, especially considering West Africa. Thank you. Thank you, Andy. Ce que je vous propose, Andy, you hear me? Do you get the translation? Yes, once we are talking, I hear the translation. OK, thank you. Ce que je voulais vous proposer maintenant, c'est l'avis de Joseph-Antoine Bell, qui n'a pas pu participer à la session en direct, mais il nous a envoyé quand même sa contribution par vidéo. On va voir la contribution de Joseph-Antoine Bell et on va aborder, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, la dernière partie de cette conférence. Joseph-Antoine Bell. Le professionnalisme, ce qui est embêtant est que je n'ai pas l'impression qu'on ait respecté véritablement les canons en la matière. En ce sens que, pour moi, le professionnalisme ne se décrète pas. Le professionnalisme ne se commande pas. Le professionnalisme est une évolution par définition.
dans l'esprit de tous professionnalisme, ça veut dire excellent, ça veut dire recherche perpétuelle de l'excellence et ça veut dire qualité, pour ne pas dire haute qualité. Et donc, l'excellence, la qualité, ce sont des étapes dans l'évolution d'un produit, dans l'évolution de quelque chose. Et donc, pour moi, le professionnalisme est arrivé en Afrique ces dernières années sur une commande, pour ne pas dire sur un décret de la FIFA. C'est bien, on peut louer l'intention de la FIFA, mais je regrette encore une fois que les Africains aient attendu une injonction pour décréter le professionnalisme. Résultat, dans ce processus, ce sont les pays qui eux-mêmes avaient déjà avancé suffisamment qui s'en sortent le mieux, et notamment donc les pays d'Afrique du Nord, qui n'ont pas attendu que quelqu'un leur dise. C'est l'évolution d'un club qui l'amène à devenir professionnel. On ne commande pas la mise en place d'un supermarché chez un petit boutiquier. C'est le boutiquier lui-même qui, dans son évolution, ses recettes, sa manière de manager, arrive à se dire: je vais passer de l'étape du marchand ambulant au boutiquier sédentaire, du boutiquier au mini-market au supermarché, ainsi de suite. Donc je crois qu'il faudrait savoir que le professionnalisme est une évolution endogène, ça ne peut donc pas être commandé par quelqu'un d'autre. Donc dans tous les pays, il faudrait qu'ils sachent qu'ils auront le football professionnel de leur niveau, ce qu'ils auront conçu eux-mêmes. Comment et du coup, parlant de modèle, le modèle est simplement le modèle économique, mais sur le modèle économique, chaque pays réfléchira à la meilleure manière, même si tous se retrouveront sur un certain point, et donc on pourrait parler de tronc commun, mais le modèle économique est particulier, alors que l'idée du professionnalisme, c'est la même chose pour tout le monde. Vous évoluez, on se dit que quand un club à tel niveau, non pas de performance, parce que la performance, vous ne pouvez pas la partager. Il y a une équipe qui gagne, une autre qui perd. Donc, ce n'est pas dessus qu'on juge le professionnalisme. En revanche, le professionnalisme, vous pouvez le partager. Beaucoup de clubs peuvent être professionnels, mais tous les clubs ne seront pas le champion de l'année. Donc, ce qui, à mon avis, est une erreur récurrente, c'est cette idée qu'on va vous dire devenez professionnel et vous allez le devenir. Non, non, non. Vous devez évoluer, et donc chaque fédération doit mettre en place les critères d'amélioration de ce qui existait. C'est l'existant qui devait devenir professionnel. Donc, à partir de là où nous sommes, quelle est l'étape suivante? Que pouvons-nous faire pour améliorer la pratique du football chez nous? Et à mon avis, c'est comme cela, par étapes, qu'on arriverait à un championnat professionnel dans lequel tout le monde ne sera d'ailleurs pas devenu professionnel le même jour. Et d'autres seraient beaucoup plus tôt, parce qu'ils en ont les moyens en termes de réflexion, et puis ensuite évidemment les moyens économiques, parce que la concurrence dans le professionnalisme, elle est d'abord en termes d'idées. Qu'est-ce que nous mettons en place pour être meilleurs que les autres? Après, ça se traduira sur le terrain, mais il faut savoir, le football ne commence pas avec les footballeurs, le football commence avec la tête, donc les dirigeants qui pensent. Qu'est-ce que nous avons pensé? Comment nous organisons notre club? Et en quoi serons-nous différents des autres avant d'arriver sur le terrain? Voilà, Joseph Antoine Bell et son avis sur justement ce que devrait être le professionnalisme. Il ne se décrète pas, c'est une évolution endogène. Il y a ce besoin d'adapter selon les besoins de chaque pays. Andy en parlait tout à l'heure. Je voulais soumettre à votre réflexion cette contribution du professeur Abdoulaye Sako. L'erreur n'est-elle pas dans la généralisation de l'Afrique? N'y a-t-il pas de place dans le football et du football africain selon les différentes zones?
croire que le Maroc doit inspirer les autres ne serait-il pas une erreur? Le système politique marocain étant différent des pays au sud du Sahara. Ça évoque peut-être dans la foulée la place finalement des États. Philippe Doucet a parlé tout à l'heure du modèle gabonais qui n'a pas très bien marché, mais il a eu quand même le mérite d'exister. Finalement, dans ce processus de professionnalisation, de généralisation ou de consolidation du professionnalisme en Afrique, quel devrait être, selon vous, le rôle des États, des gouvernements? Mouad? Tout d'abord, oui, le rôle des États est universel. Maintenant, le degré d'implication de l'État va dépendre de chaque pays. Mais le rôle, il est universel. Là où vous partez, en Afrique, en Europe et tout ça, l'infrastructure, on le connaît tous depuis qu'on est né, et du ressort des collectivités locales. Aujourd'hui, une fédération n'a pas vocation à elle-même construire, elle a vocation pour faire pression au niveau des pouvoirs publics pour qu'elles mettent en place les infrastructures adéquates. Maintenant, est-ce qu'il faut en faire 2 ou 5 ou 10 et tout ça? Tout va dépendre des États. Et donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas un seul modèle qu'on puisse mettre en place et dire, peut-être on a des prérequis qui sont universels, mais on a des modèles qui doivent être adaptés à chaque pays, à chaque fédération. Et ces prérequis sont très simples. Ça nécessite une vision, de la volonté. Tout à l'heure, on dit à parler d'un certain nombre de facteurs. Bon, heureusement, on en voit de moins en moins sur la transparence. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des organisations internationales, et là, je ne rejoins pas totalement Joseph-Antoine Bell par rapport à ce qu'il dit. Je n'ai pas aujourd'hui, moi, honte à ce qu'on vient de me dire. Il faut professionnaliser, je n'ai pas, parce que le gap aujourd'hui, il faut savoir, il parlait de la FIFA. Il faut savoir que la FIFA aujourd'hui est l'organisation fêtière du football au monde. On sait tous que le gap aujourd'hui entre l'Afrique et les autres confédérations est en train de s'agrandir. Donc, je n'ai pas, moi, de problème à ce que... D'ailleurs, on a des relations de collaboration et de coopération avec des pays européens qui viennent, l'UEFA aussi, nous aider, nous mettre en place un certain nombre de principes pour aller vers une meilleure gestion. Donc, je n'ai pas moi-même, je n'ai pas cet ego qui puisse me dire non, je ne viendrai pas me dire que autrui vienne me conseiller. Moi, je pense qu'il faut dépasser tout ça. On doit tous mettre la main dans la main pour que ce continent aille vers l'avant. Je le dis, je le redis, aujourd'hui, on vient prendre de chez nous les joueurs, le talent existe, et on n'a encore aucune plus-value en retour. Rien en retour. On a de très grands joueurs, on a Sadio Mané, on a Salah, mais qu'est-ce que reçoit en contrepartie l'Afrique? Qu'est-ce que reçoit en contrepartie ces pays? Pratiquement rien, des miettes par rapport à ce dont profitent les... Donc, moi, je n'ai aucun, a priori, je n'ai aucun ego à venir qu'on vienne me dire on vient vous aider, on vient vous assister. Moi, je ne vois que le développement de la pratique footballistique. Et comme disait tout à l'heure Philippe, tout revient sur le terrain. Tout doit commencer du terrain. Si au niveau du terrain, si on réfléchit politique et tout ça, on ne va jamais s'en sortir. Mettons main dans la main, avançons. Et il y a, je dis par exemple, une des contributions de la CAF, c'est que régionaliser, donner plus de moyens à ces régions, à ces zones. Il faut développer les zones. Il faut donner au niveau de chaque zone, que ce soit une mini-CAF, mieux, une grande CAF au niveau régional et une petite CAF au niveau du siège. Il faut donner les moyens au niveau régional parce que la CECAFA n'est pas la COSAFA, n'est pas l'UFOA, n'est pas l'UNAF. Donc, donnons tous les moyens, même s'il faut donner des moyens qui soient pas les mêmes moyens, des moyens qui sont plus grands quand le besoin est plus grand. Il faut cette solidarité interafricaine. Et donnons les moyens au niveau régional. Les compétitions, par exemple, interclubs, à mon avis, doivent se faire, les préliminaires, dans la phase préliminaire, il doit y avoir plus de compétitions au niveau zonal. Parce que les petites équipes, finalement, qu'est-ce qu'ils font?
Ils jouent un tour en aller-retour, ils sont éliminés, ils attendent l'année d'après. Ce n'est pas normal. Il faut développer plus de compétitions, un championnat préliminaire au niveau zonal, que les clubs commencent à jouer dans des conditions, parce qu'il y a un cahier de charge de la CAF. Ils vont commencer à jouer dans des compétitions qui sont carrées, avec un certain nombre de principes. Ils vont apprendre, ils vont évoluer. C'est ça, moi, à mon avis, il faut aller régionalement. Il faut aller la main dans la main. Il faut aider, il faut qu'on s'entraide. L'heure n'est plus à tergiverser dans les solutions, dans les explications extra-footballistiques. Il faut qu'on s'aide. Là, on va trouver de l'aide, on la prend. Après, s'il y a une autre connotation politique, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir au niveau du terrain, quel est l'impact au niveau du terrain. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Il nous reste encore 15 minutes. On va écouter, parce que Philippe Doucet avait commencé à en parler. Cette interrogation, on va la réitérer, Philippe, par rapport au rôle que devrait jouer finalement l'État, la position de l'État dans ce processus de professionnalisation. Philippe Doucet, le micro. Oui. D'abord, je suis très impressionné par le discours de Mouad Hagi, qui vient quand même de quelqu'un qui était secrétaire général de la CAF il n'y a pas longtemps et qui exprime une vision que j'approuve totalement, les aides zonales, notamment la décentralisation de la CAF, et aussi parce que je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de discours autour de l'élection de la CAF, l'élection à la présidence de la CAF qui tourne autour de la FIFA, et je crois qu'il ne faut pas mélanger les sujets. Je crois que Mouad a raison. Que la FIFA intervienne sur les élections de la CAF, bon, malheureusement, c'est déjà arrivé. Hein, on va pas se tordre les doigts. On sait très bien ce qui s'est passé en 2017, notamment. D'abord, c'est déjà arrivé. Et ensuite, ce n'est pas souhaitable. Là-dessus, on sera tous d'accord. Moralement, ça n'est pas acceptable dans les faits. Par contre, il faut séparer complètement du fait que la FIFA peut être d'une très, très grande aide pour l'Afrique. Aujourd'hui, les finances de la CAF, même si on décentralise, comme le dit Mouad, ne permettront pas de financer un projet à droite, à gauche, alors que la FIFA propose des sommes mondialement, déjà 1,5 million de dollars. Si chaque pays d'Afrique était capable, et on peut les aider à le faire, si chaque pays d'Afrique était capable de faire des projets permettant de mobiliser les 1,5 million de dollars offerts par la FIFA, ce serait formidable. Alors certains pays n'y arrivent pas, pour des raisons administratives ou autres, il faut les aider. Il faut que la CAF soit justement suffisamment décentralisée pour que dans chaque zone, on soit capable de monter des dossiers pour aider chaque pays à les avoir. Bon, ça, c'est l'aide publique, très grande publique, puisque ça monte au niveau mondial, au niveau de la FIFA. Après, au niveau de chaque État, je ne crois pas trop à l'aide publique directe, comme l'a fait par exemple le Gabon. L'échec du Gabon, il est assez typique. S'il n'y a pas le terreau du professionnalisme et qu'on veut injecter de l'argent trop vite, trop fort, ça ne marche pas. Ou alors, il faut vraiment des visionnaires qui soient capables d'eux, mais ce n'est pas facile. Moi, je crois quand même que malgré tout, le rôle du public reste dans le développement du football. Et le développement du football, ça part d'en bas. C'est très difficile de dire l'État va monter un club. Bon, je sais que dans l'ancien temps, le Cameroun, par exemple, a eu des clubs qui ont gagné des Coupes d'Afrique parce que c'était l'État qui les gérait quasiment, enfin c'est l'État qui les alimentait, etc. Je ne crois pas que ce soit un modèle pérenne. D'ailleurs, malheureusement, le Cameroun l'a prouvé, ce n'est pas un modèle pérenne, parce qu'aujourd'hui, les clubs camerounais sont nulle part. Non, je crois plus à que l'État fasse des efforts dans les infrastructures et pas que des stades de 50 000. Ce qui compte, c'est des stades au Cameroun, là, c'est les stades d'entraînement qui vont faire le championnat. Et ils sont formidables d'ailleurs. Ils sont remarquables en termes de pelouse. Ils ont des tribunes à chaque fois. Tous ces stades d'entraînement vont permettre normalement au championnat camerounais de redémarrer. Et ça, c'est formidable. Et puis après, l'aide pour l'enfance, pour la formation, ça, oui, là, l'État doit s'impliquer très fortement parce que c'est de ce terreau-là qu'on construira des clubs corrects finalement. Alors que si on donne de l'argent directement aux clubs qui existent, je ne suis pas tout à fait certain du résultat. Ou malheureusement, je suis sûr du mauvais résultat. Vous avez bien fait d'évoquer le modèle gabonais parce que l'État s'était fortement engagé justement, mais dans l'élite, simplement pour injecter beaucoup d'argent. Merci beaucoup Philippe. L'avis de Gérard,
Akindes sur ce que pourrait être, ce qui devrait être le rôle, la place, le positionnement de l'État dans ce processus de professionnalisation en Afrique? Je partage l'avis de Philippe. L'État doit intervenir à la base. C'est là où ça se passe et c'est ça qui va donner des racines au professionnalisme. Il faut que l'État mette les moyens dans les collectivités, dans les écoles. Il y a des schémas multiples pour que l'État intervienne, mais il faut que l'État soit là. Sans lui, le professionnalisme ne peut pas prendre racine. L'État crée le terreau sur lequel le professionnalisme va prendre racine. Quand on prend la plupart des États africains et les structures sportives aujourd'hui, il n'y a pas d'école d'entraîneurs où les entraîneurs sont formés de manière régulière tout le long de l'année, ou année par année, on attend la CAF, on attend la FIFA. Il n'y a pas d'école qui supporte les savoirs du sport. Ça ne doit pas être professionnel au sens où c'est du temps plein où on investit de l'argent pour venir prendre des cours. Ça peut être des formations continues. Ça, l'État peut prendre ces trucs-là en charge. Et c'est un peu leur devoir. Dans beaucoup de pays, c'est l'État qui fonctionne à ce niveau-là pour nourrir ce qui va porter le professionnalisme avec des savoirs. Dans aucun pays, on a ça. Donc, l'État est indispensable pour créer cet environnement-là. L'État crée l'environnement. Il établit un environnement qui est conducteur au développement. L'État ne fait pas absolument le développement parce qu'il s'implique de manière micro-directionnelle, mais il crée l'environnement. Et c'est là où nos États doivent devenir un peu plus créatifs aussi, parce qu'il y a des budgets, Mouad a mentionné la construction des infrastructures où l'argent venait de plusieurs institutions, la mutualisation des ressources. Ça aussi, c'est le rôle de l'État. Ils doivent mutualiser ce qu'ils ont plutôt que de tout laisser sur le dos du ministère des Sports, trouver le moyen d'impliquer les autres institutions de l'État qui gagnent entièrement à ce que le football et le sport en général deviennent une affaire du pays à tous les niveaux. Donc, l'État a un rôle primordial et s'il le joue mal comme il a joué au Gabon, ça va être le fiasco et la corruption va s'installer et gagner ce qui a gagné. Mais s'il le joue bien, ça va être le moteur qui va permettre aux fusées du professionnalisme de décoller. Autrement, ce n'est pas possible. Merci beaucoup Gérard Akindes. On va donner la parole à Andy Kwami qui va nous parler de ce qui s'est, peut-être on va dire, ce que l'État, le gouvernement du Libéria veut faire, là, étaler tous les problèmes qu'il y a eu, qui ne sont pas notamment prêts pour arriver au professionnalisme. Mais Andy, qu'est-ce que le gouvernement du Libéria, qui n'est pas n'importe quel gouvernement quand même, puisqu'on parle d'État, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui est prévu de faire chez vous pour justement accompagner, pousser ce football vers le professionnalisme? Rapidement, il nous reste 5 minutes malheureusement. Andy. Oh, thank you, Aboubakar. Firstly, we want to say thank you for this opportunity. We also would love if our government could invest into professional licensed sports in our country, and so also invest into building infrastructures like we see in Morocco, our sister Republic of Morocco, Egypt, and other parts of Africa, so that our only one stadium, the Anthony Todmos Stadium, cannot be overwhelmed because it does not meet the requirement of FIFA. Right now, if there's a match, our World Cup qualifier in May, we might not even play in Liberia. We might either go into Morocco to beg them to play there. What we need to do now as government is to see how our central government can develop infrastructure for sports, to talk to other sisterly republic to see how they can also come to Liberia to develop talents here through the establishment of sports academy, where the young people can go through grassroots performances to develop
that will produce Joshua, there must be another Joshua coming out of Liberia, but these things will be done with structure, with system to establish an academy where gradually the children can go there to learn how to play football, a better infrastructure where there will be schooling, there will be education, and the system will be set up in the way that a modern life and compared to what you see in Europe or what you see in the northern part of Africa. Considering that, believing in what it is done, we will appreciate if our central government can invest into building infrastructures and developing modernization and professionalism of sports in Liberia. Thank you. Merci beaucoup à Andy. Des questions, les réponses qui ont tenu compte également des questions de tous ces intervenants, Malik Dieye notamment, qui parlait justement du rôle de l'État. On a bien fait d'en parler. Nous sommes au terme de notre session. Ça devait s'arrêter à 14h30. L'organisation me demande de vous dire qu'on doit prendre des photos à la fin. On va rester pour prendre des photos. Mais juste avant, parce qu'il nous reste encore 2 minutes, on va essayer de faire un tour rapide pour vous. Vraiment, si on peut répondre en un mot ou une phrase, ce serait très, très bien pour résumer ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mouad Hadji, pour vous, le professionnalisme en Afrique actuellement, c'est quoi? En un mot, en une phrase. Le micro est coupé. Doing the proper thing for football development. OK, merci. Andy a répondu directement. On va gagner du temps. Mouad, pour vous, le professionnalisme en Afrique actuellement, c'est quoi? Pour moi, c'est un passage obligé. C'est aligné avec un certain nombre d'aléas, je dirais, obligatoires, tels que la gouvernance. Aujourd'hui, on ne peut plus gérer tel qu'on gérait il y a un moment. Donc aujourd'hui, c'est un passage obligatoire en 2 mots, très rapidement. Professionnalisme. Merci beaucoup. Moi, Gérard Akindes, le professionnalisme en Afrique actuellement, c'est quoi? Avec le son, avec le micro. Je dirais que c'est le futur, mais il faut réfléchir, il faut trouver des solutions, il faut être créatif, et puis il faut croire en l'humain. Ce n'est pas l'argent seulement, il faut croire en l'humain. C'est là où les ressources se trouvent et le professionnalisme se fera. Et y investir. Merci. Voilà qui est clair. Il nous reste encore quelques secondes. Et ces secondes sont pour Philippe Doucet. Philippe Doucet, le professionnalisme en Afrique actuellement, c'est quoi? C'est un superbe projet d'avenir qui va passionner les Africains, mais pas seulement. C'est un véritable appel vers la compétence. Et ça devrait passionner les Africains, pas seulement les joueurs, parce que évidemment la formation des joueurs c'est important, mais les compétences en termes d'encadrement, tout ce qui est formation et autres, tout ça, ça doit démarrer le plus vite possible en Afrique, dans tous les pays, de manière à ce qu'on puisse former des futurs dirigeants de sport à tous les niveaux, et c'est ça qui fera le terreau du vrai professionnalisme en Afrique, à l'usage des fédérations, des ligues et des clubs, bien sûr. Ben voilà, intervention bien calée dans le temps. On est à 14h30 pile. Merci pour vos interventions au sujet de ce thème qui, finalement, on l'a vu, est très, très important. Le professionnalisme que Mouad a qualifié de passage obligé, mais il y a des préalables. On a parlé des prérequis en termes de gouvernance, en termes d'infrastructure, en termes de production télé, de commercialisation. Ce qu'on a appelé professionnalisme des compétences, professionnalisme économique. On parlait de la maîtrise de cet équilibre nécessaire à faire entre les dépenses et les ressources. Tout simplement, on a parlé du rôle de l'État, très important. Il ne faut pas penser que l'État peut tout faire tout de suite. Ce modèle africain qu'on appelle de nos voeux est à nuancer également. Dans les différentes interventions qui sont arrivées. Tout le monde n'est pas prêt au même
endroit, mais l'objectif restait de même, arriver à ce passage obligé, comme l'a dit l'ancien secrétaire général de la CAF, en vous remerciant très, très sincèrement. Merci à Philippe Doucet. Maintenant, je ne sais pas comment on fait les photos. Hein. On met chacun à l'antenne, on le photographie ou pas. Bon, Philippe, restez immobile, on va vous photographier. Ça va être ça, certainement. En tout cas, merci beaucoup à Philippe Doucet. On va suivre un peu la réalisation. Si on passe à quelqu'un d'autre, on le remerciera également. Merci à bon toi aussi, Aboubakary. Voilà, merci beaucoup à Mouad, monsieur le secrétaire général, monsieur Mouad Hadji. Merci pour la contribution. On a eu le temps de faire la photo. Oui, c'est bon, merci. On va passer à Gérard Akindes, également, on a dit un chercheur dans le domaine du sport en Afrique et du football notamment. Merci. Bon, là, ils ont le temps vraiment de prendre la photo du secrétaire général de Mouad Hadji. On va passer à Gérard, ou bien c'est bon, je ne sais pas si vous me suivez, hein, j'essaie de faire un peu de télé, du coup. Bon, allez, ils aiment bien la photo de Mouad, on va rester là-dessus. En remerciant Gérard, bien sûr, en remerciant également Andy. Andy, thank you so much. You will be ready for the picture. Yes, là, c'est très joli pour Andy également. Merci vraiment à tous. C'était un très grand moment. Merci également à tous ces intervenants qui ont envoyé leurs questions. Malik Gueye, Diarra, Abdoulaye Sako, Zach B. Michel, Pape Alassane Dia également. Merci à tous et on prend rendez-vous. Merci aux organisateurs et encore une fois, à bientôt.